Bienvenue dans Tu serais pas un peu border, le podcast qui brise les tabous et relie nos différences. Je suis Fiona, créatrice de Border Attitude, rétablie du trouble borderline et passionnée par la santé mentale et les relations humaines. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je partage des outils concrets, des témoignages sincères et des regards croisés pour explorer nos émotions, améliorer nos relations et avancer vers une société plus inclusive. Prépare-toi à être inspiré et soutenu et embarque avec moi pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce 9e épisode de Tu serais pas un peu border. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec quelqu'un d'assez particulier, pour moi en tout cas, puisque je suis avec mon meilleur ami Tim, qui est donc considéré comme étant un proche aidant. Donc proche aidant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelqu'un qui est proche d'une personne, ici en l'occurrence concernée par le trouble de la personnalité borderline, et qui va l'accompagner au quotidien, que ce soit en termes de soutien ou en termes de ressources, ce qui est clairement le cas dans ma relation. Et donc aujourd'hui avec Tim, on va parler de pas mal de sujets. On va parler de, un peu de l'évolution de notre relation au fur et à mesure du temps depuis qu'on se connaît, et de comment il a pu être un soutien pour moi, mais aussi comment lui il a vécu les choses en tant que proche aidant. Du coup, Tim, j'ai envie de te demander déjà, comment tu te sens ? Écoute, ça va, ça va mieux. Un peu stressé ce matin, mais le fait qu'on ait un peu discuté de ça avant, ça va, voilà. Je me détends un petit peu. Donc voilà, ça va. Oui, c'est la première fois pour Tim qui fait un podcast. Donc du coup, je sens un petit peu son stress pendant que moi je le vois en vidéo. Mais merci beaucoup d'être ici. Moi, je me sens un petit peu fatiguée parce que j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours et en même temps assez excitée. Et je pense aussi curieuse parce que je pense que tu vas dire des choses que je ne sais pas forcément, même si on se connaît depuis longtemps, et que ça va être très très intéressant et je pense très touchant à entendre, que ce soit pour moi et également pour les gens, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Donc merci beaucoup. Du coup, je vais commencer en expliquant, si ça te va, comment on s'est rencontrés, et puis je t'inviterai ensuite à rajouter ce que tu as envie de rajouter. Du coup, Tim et moi, on se connaît depuis déjà 5 ans. À l'époque, on faisait de l'escalade et j'ai été sur un groupe Facebook où j'ai demandé si quelqu'un voulait bien m'accompagner pour faire de l'escalade avec moi, parce que l'escalade, ça se fait à deux, en tout cas en voie. Et Tim a répondu présent et du coup, on s'est retrouvés à grimper ensemble. C'était juste avant du coup le Covid. Et donc à ce moment-là, on a commencé à grimper ensemble. Et il faut savoir que, en fait, j'ai directement posé des limites. J'avais besoin de poser des limites sur le fait que c'était que amical entre nous. Je pense pour 2 raisons principales. La première, c'est que d'un côté, j'ai déjà pu dans le passé avoir affaire à des gens où j'avais pas assez posé mes limites, et qu'une fois qu'ils ont compris, souvent des garçons, que ce n'était que amical, je me suis sentie profondément abandonnée parce qu'ils sont partis. Et là, c'est mon chat qui miaule. Et aussi, je pense, parce que l'autre raison, ça a été que tant qu'il n'y a pas un cadre qui est fixé sur quel genre de relation on a avec l'autre, en l'occurrence amicale ou non, j'ai des pensées intrusives qui reviennent régulièrement en me disant « mais est-ce que ce serait pas plus ? Est-ce que ce serait pas plus qu'amical ?» Et donc, le fait de définir la chose, c'est quelque chose qui m'aide considérablement. Le Covid est arrivé, donc on a eu moins de contacts, et ensuite on a commencé à vraiment de plus en plus échanger, puisqu'on est devenus des partenaires réguliers d'escalade, de fil en aiguille. Et je te laisse rebondir sur ce que toi tu as envie de rajouter. Non, c'est clair. C'est vrai que le côté que ça a été très cadré, ça a été presque, je pense, à la première fois qu'on s'est vu, assez direct. Et même au fil du temps, ça a été remis en question plusieurs fois. Donc c'est vrai que pour la première fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est assez surprenant. Mais voilà, au moins c'était clair. Tu dis remis en question, c'est-à-dire que je crois pas justement que ça a été remis en question, ça a été redit plutôt plusieurs fois pour être sûr que c'était ça. Remis en question, Oui. Ça voudrait dire que justement ce n'est pas ça. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que oui, mais après c'était intéressant dans la relation de le faire. Donc ça c'est sûr. Mais pour toutes les raisons que tu viens d'expliquer, donc il y avait ce besoin de réassurance ou autre. Mais au tout début, si on revient sur l'épisode de l'escalade, c'est dans la salle d'escalade. Après peut-être
une demi-heure ou une heure, on se connaît à peine quand on vient de se rencontrer, on s'est envoyé 2 messages. Et donc, c'est vrai que c'était surprenant, mais au-delà de ça, ouais, les choses sont faites petit à petit, donc ça c'est cool. Moi, je me rappelle vraiment d'une fois où c'était pendant le Covid et tu m'avais proposé par message d'aller faire du vélo ensemble. Et je me rappelle que je me suis sentie hyper oppressée à l'idée que potentiellement tu puisses t'imaginer que ce soit quelque chose de plus qu'amical. Et il y avait ce besoin, en fait, de fixer un cadre pour être sûr de pas te faire espérer pour rien et d'avoir des, connaissant mon passé, des allers-retours de oui, non, peut-être, etc. Et donc, en Mhm. posant un cadre, ça permettait, en fait, d'avoir ce cadre qui est fixé. Et après, si je veux, je peux me poser des questions de l'ordre de, mais t'es sûr qu'il te plaît pas un peu, Fio? Mais le cadre a déjà été défini et donc ça reste que dans ma tête. Et du coup, pour moi, c'est rassurant, en fait. Mais l'épisode du vélo, il y avait quand même, si j'ai bon souvenir, au début tu avais dit oui, oui, on pourra faire ça. Et donc moi dans ma tête c'était, ah bah tiens, je te relançais sur ce côté vélo parce qu'on avait dit oui, on pourra faire ça. Et puis à un moment tu m'as dit, oh bah j'ai fait ma balade, tu vois. Ah, c'est Et intéressant. donc ça a été pas très direct dans le non. Et donc ça a laissé, enfin ça a pas laissé la porte ouverte parce que c'était déjà cadré depuis le début, mais c'était assez comique en effet cet épisode vélo. Il y avait ce côté où elle a dit oui, puis elle a dit non, puis elle a dit oui. Enfin je comprends plus, tu vois. Mais c'est intéressant, ça veut dire que oui, maintenant je me souviens qu'à l'époque, j'avais encore du mal à dire non, à oser dire en fait non, on ai pas envie. En tout cas pas maintenant, je me sens pas encore assez en sécurité avec toi que pour aller faire du vélo ensemble. Je sais que c'est ça ce que j'ai ressenti, mais que j'arrivais pas à le dire avec les justes mots peut-être. Ça nous amène du coup à la suite où là on avance un petit peu dans le temps, à donc 2021, où juin 2021, moi et mon amour pour les dates, Ouais. les salles d'escalade réouvrent et en l'occurrence à ce moment-là, et il y a beaucoup de choses que je vais dire dans cet épisode où j'en suis pas fière, hein, je cherchais un partenaire d'escalade. Je te cherchais pas comme ami, je cherchais un partenaire d'escalade régulier qui était bienveillant et sympa et sécurisant et qui allait pas me draguer lourdement. Et donc je crois que c'est moi qui t'ai proposé d'aller grimper ensemble et on s'est retrouvés en fait de fil en aiguille à grimper tous les mercredis et le truc classique en escalade, je grimpe, en plus j'ai beaucoup d'énergie, moi tu l'as déjà vu, j'ai besoin de beaucoup bouger, donc j'ai pas trop envie qu'on parle beaucoup parce que j'ai beaucoup d'énergie à devoir dépenser, mais entre les voix, entre toi qui montes et moi qui monte, on s'arrête un petit peu et là il commençait à y avoir des échanges et moi ce qui me vient c'était vraiment ce côté où moi j'étais passionnée déjà à l'époque de développement personnel, j'adorais déjà à l'époque transmettre ce que j'apprenais dans les livres, donc j'avais ce besoin vraiment très fort de transmettre, de dire ah mais mon Dieu je viens d'apprendre quelque chose, c'est incroyable, tout l'univers doit être au courant. Tim, tu es là, je t'en parle à toi. Et toi, tu étais là en fait pour recevoir, enfin tu avais envie plutôt de recevoir, tu étais à l'écoute et je te sentais curieux en fait. Et c'est ça, selon moi, qui a fait que il y a eu un début d'amitié naissant. Et comment tu l'as vécu toi ça? Est-ce que c'est pareil pour toi? Ouais, ouais, ben, t'as très bien résumé parce que tu vois, j'ai noté quelques petits points et en fait, c'est ce que tu viens de parler. T'avais une énergie qui était débordante. T'arrivais en salle d'escalade en mode, je vais faire 3, 4 fois la voie d'affilée pour décharger ton énergie. Et puis dans cette discussion, et je t'assure, c'est ce que j'ai noté. T'avais ce côté où tu partageais toutes tes informations sur le développement personnel. Et puis moi, j'étais curieux, quoi. Tu vois, j'en avais déjà entendu parler, mais pas de cette manière, en fait. Et donc, ça m'a ouvert l'esprit. Et puis, j'étais dans une période où, en effet, j'en avais peut-être aussi plus besoin de me recentrer sur moi-même. Je me retrouvais tout seul dans mon appart avec juste un chat. Donc, j'avais vraiment, je crois, besoin de cette écoute et de cet apprentissage. Et c'est ça ce partage en fait est arrivé au bon moment quoi. Est vraiment arrivé au bon moment et c'est vrai qu'on a grimpé presque toutes les semaines. Il y avait cette constance en fait qui m'allait aussi parce qu'on allait dans la salle, alors c'était peut-être 1 heure et demie ou 2 heures intenses, mais ça m'allait aussi de pas traîner 3 ou 4 heures dans la salle, de pouvoir rentrer chez moi après quoi, tu vois. Donc bon, on s'est trouvé pour des petits trucs comme ça, quoi. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression que, en fait, on s'est bien trouvé de façon très complémentaire, quoi. Du coup, on s'est toujours dit que autant on a des valeurs communes, ça c'est clair, autant dans, on va dire, dans notre énergie, dans notre manière d'être, de bouger, de faire, on peut être très complémentaires, et c'est ça qui nous a fait beaucoup de bien. Et du coup, ça m'amène à la question suivante, qui serait
À l'époque, j'avais pas été diagnostiquée du trouble borderline. J'ai été diagnostiquée en avril 2023. On y reviendra après. Moi, je ne me rappelle même pas te l'avoir dit. J'ai dissocié à ce moment-là. C'est en dehors de ma mémoire. On y reviendra après. Donc, à cette époque, on est en 2021. On se rapproche de plus en plus, amicalement. Même dans le podcast, je recadre. Et donc, du coup, pas de diagnostic à ce moment-là. Quand est-ce que toi, t'as commencé à voir que j'avais des émotions fortes, même s'il n'y avait pas d'étiquette de diagnostic borderline? Comment tu l'as vu? Comment tu l'as senti? Comment tu l'as vécu? Ça, c'est une question très assez complexe parce que j'ai pas aussi bien la notion de temps que toi. Euh, c'est vrai que dès le début, tu parlais que tu avais ce côté HP et plus tu pensais TDAH. Et Donc, donc, haut potentiel et troubles du déficit de ouais, l'attention avec hyperactivité. ça, c'est vraiment ce qui venait. Et comment j'ai vécu, je sais pas trop. Je sais pas trop. Il y avait parfois cette inconstance justement qui dans le côté où je sais pas, on avait prévu une soirée chez toi et j'arrivais après 15 minutes, ça t'allait pas, tu te sentais pas bien ou que sais-je et en fait c'était mieux que je parte et que je te laissais un peu plutôt seul. Mais et donc il y avait des moments où parfois ben on arrivait, on passait un très bon moment. C'était difficile en fait de définir à l'avance ce qui allait se passer. Donc je devais plutôt être sur le côté où il pouvait y avoir plein d'imprévus à tout moment. Je dirais plutôt de ce côté-là. Euh, ouais, plutôt l'imprévu de ce qui se passe ou ce qui va se passer. Donc parfois ça pouvait générer un petit stress. Mais quand tout allait bien, on va dire, bah alors là, à ce moment-là, on passait des moments super, quoi, tu vois. Donc ça, c'était cool. Enfin, Donc, j'entends d'un côté l'intensité des moments d'émerveillement et de joie. Mais par contre, de l'autre côté, en effet, une inconstance, une flexibilité, un besoin de faire face à l'imprévu où on ne sait pas exactement comment ça va se passer et il faut savoir se préparer à ce que potentiellement ça puisse être différent de ce qui était prévu à la base, entre ouais, guillemets. ouais, je me faisais la réflexion cette semaine sur ce côté imprévu. Je me disais, mais comment en fait j'ai pu aussi accepter tout ça, tu vois, parce qu'il y avait un peu ce côté de, tiens, mais comment je faisais, quoi, tu vois. Et en fait, je me disais, mais peut-être dans ma tête, il y avait ce côté où je savais que de toute façon, si je venais chez toi, que c'était pour 1 heure ou deux, j'allais faire le trajet, tu vois. J'allais faire le trajet jusque chez toi, puis j'allais faire le trajet jusque chez moi. Et à quel moment, en fait, on avait déterminé que ça pouvait durer un quart d'heure ou 3 heures? On n'a jamais déterminé ça. Donc en fait, c'était OK aussi, je pense, dans ma tête, de se dire, bah, le trajet, il était prévu, le moment, c'est juste que bah, ma soirée, j'avais plus de temps pour moi à ce moment-là. Mais c'était, allez, même s'il y a eu des moments parfois un peu plus durs, je pense que ce qui a aidé dans cette inconstance, c'est que tu as toujours eu le côté de, bah, si je rentrais chez moi après un quart d'heure, une demi-heure, de prendre le temps de voir si ça va, tu vois. Ou parfois même de s'excuser, tu vois, pour le côté où je suis pas venu longtemps, de voir comment ça va, d'aussi de prendre soin, toi, du coup, de l'autre aussi à ce moment-là, quoi, tu vois. Parce que bah, tu te rends peut-être aussi très vite compte de ce côté qui était difficile, quoi. Il y a beaucoup de choses qui me sont venues, donc j'ai écrit de mots-clés. Je vais essayer de pas partir dans tous les sens. Merci pour tout ce que tu as partagé. C'est vrai qu'il y a quelque chose, en effet, qui m'est venu déjà, c'est la communication. Ça, c'est clair que je pense que c'est quand même quelque chose. J'ai appris en fait avec le temps à me sentir assez en sécurité avec toi parce que et je pense que réciproquement aussi, à se dire qu'en fait quoi qu'il arrive, on juge pas l'autre. Mhm. Et on communique avec bienveillance et de façon non violente. Je crois que c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Quelque chose qui m'a marqué aussi plus d'une fois, c'est que tu m'as déjà dit parce que je culpabilisais de te demander de partir après 15 minutes, j'y pouvais rien de ressentir ça. C'était pas de ma faute, j'y pouvais rien, c'est ce que je ressentais en moi que j'avais besoin que tu partes. Et une fois tu m'as dit mais Fio, la première personne qui souffre, c'est toi. C'est toi qui souffres du trouble borderline et moi je suis un ricochet. Enfin, on savait pas pour le trouble borderline à l'époque, mais soit moi je ne suis qu'un, mais je suis également un ricochet de cela. Mais il y a toi qui souffres par rapport et donc n'aie pas de culpabilité, tu souffres déjà quoi. Et je pense que c'est ça, c'est cette Mhm. bienveillance et cette communication en fait qui en effet nous ont aidés à surmonter en fait tout cela.
Et c'est vrai que du coup, il y a deux autres choses qui me sont venues pendant que je t'écoutais. La première, en effet, c'est que pendant des années, j'ai souffert de cette angoisse de moi, j'en parle souvent, c'est cette disponibilité émotionnelle, dans le sens où j'ai jamais compris pourquoi est-ce que dans les interactions sociales, moi, je me sens souvent comme s'il y avait un rapport non consenti, où d'un coup, quelqu'un me parle d'une histoire qui parfois est peut-être émotionnellement trop intense pour moi, ou même peut-être qu'elle est pas spécialement intense, mais pour moi, en tout cas, c'est trop à ce moment-là, je suis pas capable de rester concentrée sur ce que la personne dit, et je me sens un peu comme un couteau sous la gorge en termes de communication, de là, je dois être à l'écoute de la personne, alors que je n'arrive plus à écouter. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant des années, ces angoisses sociales de je me sens prise au piège dans la conversation. Et du coup, le fait, avec toi, de pouvoir dire, en effet, désolé, ça fait que 20 minutes qu'on se voit, mais désolé, en fait, finalement, c'était suffisant pour moi, je ne peux plus, là, je ne suis plus capable de plus. Et ben, c'est quelque chose qui m'a, je pense, oui, tu es devenu ma relation saine. Je renvoie à un épisode de podcast là que je mettrai en lien de Camille Thomas, dans le podcast s'appelle Pas de soucis, qui parle de comment c'est important d'avoir une relation saine pour l'avoir en fait en tant qu'exemple. Et comme ça, quand on a d'autres relations, on peut du coup les comparer à cette relation, de comment on se sent dans cette relation. Et je pense que c'est ça que j'ai ressenti avec toi, c'est avec le temps, petit à petit, apprendre à me sentir en sécurité dans le lien et me dire c'est ça que je veux dans toutes mes relations. Et ça n'a pas été facile et ça m'amène à la suite où moi, ce que je ressentais avec un style d'attachement désorganisé, du coup, c'était vraiment une ambivalence qui était permanente parce que je sentais que d'un côté, ça me faisait tellement du bien ton soutien et j'en avais besoin, c'est même pas juste envie, j'avais besoin de ça pour me rétablir du trouble borderline. Et de l'autre côté, tu me donnais tellement d'amour inconditionnel et je trouvais que tu fixais pas assez tes limites dans d'accord pour ça mais pas d'accord pour ça. Tu fixais, je trouve pas assez tes limites, j'arrivais pas à savoir où était le cadre, où étaient les limites de ce que tu étais OK de m'offrir ou pas, avec bien sûr des fois des exceptions. Que du coup j'avais cruellement envie de te rejeter, le nombre de fois où j'ai eu envie de te rejeter, même je crois déjà de mettre fin à la relation, mais ou en tout cas de te rejeter parce que j'étais pas capable en fait d'accueillir cet amour inconditionnel que tu m'offrais, et paradoxalement je voulais surtout pas que tu partes quoi. Et moi c'est une ambivalence que du coup j'ai vécue, qui était horriblement difficile à vivre, et je voulais savoir comment toi tu l'avais vécu du coup en tant que proche aidant. Mais déjà, comme tu dis, t'avais ce côté où tu voulais rejeter, mais tu le disais, en fait, tu le communiquais. Et pour moi, déjà, rien que le dire, en fait, c'était comme tu, allez, le dire, c'est pas y croire, quoi. Tu vois, tu disais que enfin, le fait de le communiquer, ah bah, il y avait ce côté où tu voulais rejeter, mais en même temps, tu veux pas, comme tu viens de le dire là maintenant, t'avais ce paradoxe, en fait. Et ça, je le ressentais très fort parce que t'arrivais à le communiquer, tu vois. C'est surtout ça, c'est ce côté où, à ce moment-là, en effet, on sent que chez toi, c'est beaucoup plus dur que chez moi, tu vois. T'arrivais vraiment à le communiquer, et c'est ça qui a fait que bah, c'est encore jamais arrivé, donc j'espère que ça arrivera pas. Mais voilà, encore une fiche que je pensais hier, on s'est envoyé un message un peu dans le style en fait. On va peut-être en parler un peu plus tard sur le côté qu'est-ce qui a été sur le prochain don, etc. Mais c'est surtout ne pas oublier en fait tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui ne pas oublier les bons moments, et à ce moment-là, ben tu sais que la personne elle est en souffrance en fait. Quand elle te balance qu'elle aurait juste envie que tu sois plus là, ben en effet, et tu disais pas non plus la façon dont tu le communiquais. Je ressentais en fait cette douleur parce que tu parlais pas juste comme là maintenant on est en train de parler. Il y avait des pleurs, il y avait le côté culpabilisant. Il y avait ce côté où vraiment enfin ça ressortait du fond du toi quoi. Combien de fois tu as pu le dire en pleurs, ne fût-ce que ça quoi. Tu vois, une vraie souffrance. Et ça c'est à ce moment-là qu'on sait que, comme je dis en fait, le dire c'est pas y croire, tu vois. Oui, c'est ça, c'est cette idée, je trouve, en termes de communication, je trouve comment moi je le vis. Et c'est vrai qu'en effet, c'était encore le cas hier quand on s'est envoyé un petit message. C'est vraiment le pouvoir de la communication qui permet, je trouve, de couper, je sais pas, c'est comme si, moi je vois souvent le trouble de la personnalité borderline comme un petit diable comme ça en moi qui essaye de me faire détruire mes relations et qui essaye de tout saboter. Et le pouvoir du coup de la communication en disant voici ce que je ressens, ça permet en fait de défusionner de ses pensées, et en plus je le communique à l'autre,
Et l'image que j'ai derrière, c'est un peu toi et moi, on se tient la main. Et il y a cette petite part de moi, parce que le trouble borderline, on va dire, c'est un peu comme une part de moi, une part qui est en fait effrayée, qui a complètement peur de l'abandon et qui a le droit à sa place, mais qui a besoin d'être rassurée. Et toi et moi, je te le communique et toi, t'es à l'écoute. C'est comme si on se tenait la main ensemble et que du coup, on allait rassurer cette part-là pour lui dire, hey, tout est ok maintenant. Tu vas plus être abandonné, entre guillemets. Mais c'était intéressant ce que tu disais aussi sur la temporalité, sur le fait que, et la question que je vais te poser juste après concerne justement l'intensité des émotions. La temporalité, je trouve que c'est vraiment ce truc, où sur le moment on a l'impression que tout va mal, et c'est savoir se rappeler, surtout quand il y a des émotions aussi intenses, que c'est temporaire en fait, et que ce qui se passe ce soir, arrivé par exemple d'avoir envie de te rejeter quand je te sentais mou, parce que ça me rappelait des vieux traumas, je te sentais fatigué, je te sentais mou, et j'avais l'impression de pas être assez stimulée en ta présence, et ça me provoquait des émotions vraiment très désagréables. Et ben c'est avec la temporalité, c'est savoir se souvenir de OK, ce soir je ne suis pas assez stimulée, mais c'est pas parce que ce soir j'ai l'impression qu'on n'a pas de complicité que du coup ça redéfinit toute notre relation, tous ces moments de chaleur et toutes ces activités et toutes les valeurs qu'on a en commun. C'est juste ce soir. Et je crois que c'est ça qu'aussi notre relation nous a aidé à me rappeler que chaque moment est juste un moment et pas le tout. Donc je vais te laisser rebondir peut-être sur ça et après je passerai à l'intensité des émotions. C'est ça, on se l'est souvent dit que c'est que la vérité d'hier, c'est pas celle d'aujourd'hui, encore moins celle de demain. Aujourd'hui, en fait, on apprend l'un de l'autre et comment faire en sorte pour aller mieux demain. Dans les moments les plus difficiles qu'on a eus, le fait de communiquer tout ça, là où ça a bien fonctionné chez nous, c'est qu'il y avait un apprentissage pour l'autre aussi, parce que moi j'ai appris énormément à communiquer dans ma vie aujourd'hui. Je suis plus posé, je suis plus apaisé, je suis plus. Enfin, t'as eu l'exemple de certains de mes collègues qui te l'ont dit. Après, je crois, quand j'ai quitté ma boîte il y a 2 ans, ils te l'ont dit. Aujourd'hui, il est plus calme, tu vois. Mais ça, c'est notre côté de communication qui m'a permis aussi de moins garder les choses en moi et de pas exploser. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'est souvent dit, c'est que hier c'est hier et demain c'est demain. Mais il y avait aussi ce côté où dans les handicaps visibles, eh ben, en fait, là, ça serait toujours OK, je sais pas, quelqu'un qui est en train de marcher en béquille, tu vas lui ouvrir la porte. Et en fait, dans les handicaps qui sont un peu invisibles, eh ben, souvent on s'est dit, mais pourquoi ce serait pas aussi OK de s'adapter, de comprendre l'autre, de faire attention à ce qu'elle a besoin. Tu as besoin de plus de communication par vocal à ce moment-là, c'est OK, on fait un vocal et tout se passe bien. Et c'est pareil, c'est comme si j'ouvrais la porte à ce moment-là pour que tu passes, tu vois. Et ça, on a réussi en fait à trouver notre façon de fonctionner en fait. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois j'ai une question que je veux poser, mais à C'est chaque pour fois ce ça que que je tu me dis suis arrêté. est intéressant parce que mais du coup c'est pas grave, je la poserai après, elle est écrite. Non parce que chaque fois je vais rebondir à ce que tu dis, mais c'est très bien, c'est très chouette et c'est très mouvant, donc c'est trop bien. Non, j'allais dire que mais c'est pas grave, je change le script que j'avais mis, mais de nouveau c'est pas grave. Qu'en effet oui, ce que tu dis est très juste, donc déjà merci. Et c'est vrai que ça m'en vient à quelque chose dont je t'ai déjà parlé et dont je suis pas fière, hein, mais c'est comme ça. Enfin, c'est ce que je ressentais et c'est mes parts d'ombre que j'apprends et que j'ai appris à accueillir et à accepter, même si c'est difficile. C'est que moi, j'ai souvent vu les relations auparavant comme utilitaires, dans le sens où une relation, elle doit m'être utile parce que j'ai cette envie de toujours apprendre et de toujours évoluer, qui je pense m'a énormément aidé d'ailleurs dans le trouble borderline. Et donc, du coup, j'avais la sensation pendant des années que moi, je t'offrais du coup tout ce que j'apprenais à travers les livres et les podcasts. Tu étais mon réceptacle, entre guillemets, à qui j'envoyais les vocaux. Et pendant longtemps, des fois, dans les moments où j'avais envie de te rejeter, c'était mais qu'est-ce que lui, il m'apporte? Moi, je lui apporte de sortir de sa zone de confort, je lui apporte de sortir du people pleasing. Et lui, qu'est-ce qu'il m'apporte? Et je pense que c'était vraiment l'auto-sabotage qui parlait, l'envie de rompre le lien pour partir. Et il m'a fallu des années pour comprendre qu'en fait, ce que tu m'apportais déjà en tant que tel, c'était une relation saine, ce qui n'a pas de prix. Et en plus de cela, au-delà de ça, c'est autant toi tu dis que je t'ai aidé du coup à être plus calme, à oser parler de tes émotions, à te remettre en question et ce genre de choses. Moi, je pense que ce que tu m'as vraiment aidé et ce que tu m'aides au quotidien, c'est tout le côté émotionnel en fait. Aujourd'hui, si j'arrive à me valider émotionnellement, si j'arrive à avoir autant d'autocompassion, et si j'arrive à avoir autant de compassion pour les autres et de validation émotionnelle pour les autres, je sais que c'est grandement grâce à toi, quoi.
toutes ces années où tu m'as écouté, où t'as fait preuve d'empathie, où tu m'as dit, je suis fière de toi, t'es une battante, t'es hyper courageuse, t'es une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Toutes ces phrases que tu m'as dites toutes ces années, c'est pas un hasard que j'appelle d'ailleurs les border battants, border battantes. Ça vient de là, c'est le mot battant qui m'a fait tellement du bien toutes ces années. Et pendant longtemps, j'ai voulu, je me rappelle, je le notais dans ma to-do list, accueillir les gens comme ils sont. Et j'y arrivais pas, tout simplement parce que j'arrivais pas à m'accueillir comme moi j'étais. Et je pense que c'est ça, tu m'as grandement aidé à savoir faire preuve d'empathie, de ralentir, de douceur, de prendre le temps et de comprendre en fait que chacune fait comme il peut et avec ses ressources du moment et de l'accueillir en fait. Et ça, mais je vis avec ça aujourd'hui, avec cette douceur de plus en plus incarnée. Et pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux qui existent en fait. Intéressant, enfin merci. Mais c'est vrai que c'est fou parce que on est parti d'une amitié, on faisait juste de l'escalade et en fait on est devenu aussi, enfin sans trop d'ego, hein, vraiment avec humilité, on est devenu des meilleures versions de nous parce qu'on a réussi justement, je pense à être à l'écoute et puis à savoir accepter l'autre, pas prendre les choses personnellement, mais vraiment à se dire là ce qu'elle raconte là, je vais mettre ça en pratique dans ma vie, tu vois. Et, et combien de fois en effet, on s'est même challengé dans des trucs comme ça un peu ensemble aussi. Ne pas se plaindre, tu vois, je pense à ne pas se plaindre pendant 21 jours, on a essayé pendant je sais pas combien de temps, sans vraiment trop y arriver, mais C'est tiré d'un euh, livre, du coup, ça, mais, d'un livre où il faut pas se plaindre pendant un certain temps, pour mettre un peu de contexte. mais clair, tu vois, il y a ce côté de challenge et de voir aussi que en fait dans nos vies, ça nous fait du bien aussi d'être comme ça. Ça nous donne vraiment quelque chose de ouais, de meilleur en fait. On pourrait même dire, je pense qu'on a été un peu la relation, dans un sens un peu essai, dans le sens où on teste des trucs, on ose être vraiment nous-mêmes en toute vulnérabilité avec l'autre, on ose poser nos limites, on ose dire vraiment comment on se sent, on ose être complètement vulnérable, et on voit que, ben, en fait, quand je suis moi-même, je suis acceptée, et du coup, on se dit, ok, j'ai déjà un endroit où je peux me sentir en sécurité quand je suis vraiment moi, et si j'essayais de voir, en essayant un petit peu en tout cas, d'être comme ça avec les autres, qu'est-ce que ça donne? Ah, mais on dirait que je suis accueillie et acceptée aussi. La question, du coup, c'était concernant l'intensité, parce que on en était avec de base, c'était je te demandais comment tu gérais les phases où j'allais mal, et j'avais envie de parler du coup de l'intensité de mes émotions. Donc, tu as parlé d'un côté qui avait le côté up, où c'est quelque chose que j'entends souvent, que les gens qui accompagnent les personnes concernées par le trouble borderline, ben, quand c'est merveilleux, c'est vraiment très merveilleux. Je pense que j'ai le smile, je pense que, enfin, on me le dit souvent que je suis très dynamique, très énergique. On dirait que, voilà, que j'ai appris une super nouvelle, alors que non, juste, je vais bien. Mais quand ça va mal, désespoir, tristesse, sans rentrer dans les détails, mais je t'ai déjà parlé plus d'une fois que j'avais envie de m'auto-mutiler. Alors je l'ai pas fait depuis plus de 7 ans, mais c'est revenu des fois, l'envie en tout cas, ces moments de détresse absolue que je te partageais, soit par vocal, soit par appel, quand je t'appelais en disant ça va pas, j'ai besoin de ton aide. Hein. Il y a déjà eu plus d'une fois où je t'ai appelé au plus bas. Comment tu vivais toi cela? Ben oui, il y a le côté où évidemment où moi j'ai un côté très empathique, je pense, et donc du coup ben, je pouvais être amené à pleurer avec toi. Mais il y avait, je crois, ce besoin où tu avais de décharger. Il fallait décharger. Et ce qui est très très fort avec toi, c'est que ben, dès que tu déchargeais, donc tu étais au plus bas, en fait tu décharges, et en fait toi tu es en train de remonter en fait, point de vue émotion et point de vue humeur, vraiment tu rebascules très très vite. Et je dis au-delà de la peine et qu'il faut accueillir, être plus dans l'écoute à ce moment-là. Et on a aussi appris à un moment que, bah, en fait, c'était ok de rien dire derrière, juste écouter. Et alors, De pas juste pour clarifier, de pas genre chercher des solutions là c'est maintenant tout de ça. suite. C'est ça que tu veux dire, de juste Ouais, être c'est à ça. l'écoute et valider la personne. C'est ça que Ouais, tu veux c'est dire. ça. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui te faisait beaucoup de bien, en fait, c'était vraiment de décharger. De décharger. Et je sais pas, dans un appel qui dure une demi-heure, ben, en fait, au début, tu es vraiment au plus bas. Et après une demi-heure, en fait, tu as retrouvé un niveau un peu plus stable, en fait. Donc, bah, l'amour que je te porte et ce côté empathie faisait qu'évidemment, j'étais hyper triste pour toi, tu vois, à ce moment-là. Mais par contre, j'étais convaincu de dans ton côté battant, comme tu viens de le dire, ça allait pas durer très longtemps.
Donc ça donnait un petit espoir de se dire, tiens, en fait, là, elle va pas bien, mais d'ici une petite heure, ça va aller. Et parfois pas, parfois ça pouvait durer 3 jours, mais beaucoup moins avec le temps, parce qu'avec le temps, ben, tu apprends aussi beaucoup de choses sur toi. Et aujourd'hui, ben, les moments où t'es plus bas, ça dure moins longtemps. Donc ça, c'est très, c'est un côté d'espoir pour tout un chacun, je dirais. Mais mais en vrai, pour tout ami, enfin, je veux dire, ok, il y a le côté trouble, etc. Mais si c'est ma sœur qui m'appelle demain et qui va pas bien et qu'elle pleure, ben, je vais aussi pleurer avec elle, en fait. Ça, c'est le côté qu'on porte, enfin, de l'amour qu'on porte à la personne, je pense, qui rentre aussi en surface, quoi. Enfin, qui rentre en compte, en ligne de compte. Je pense que c'est très juste ce que tu dis sur le fait qu'en effet, je sais pas à quel point c'est propre à toute personne concernée par le trouble borderline, mais en tout cas moi, le fait de m'exprimer à l'oral plus qu'à l'écrit, parce qu'à l'écrit tout simplement ça va pas assez vite par rapport aux pensées que j'ai dans ma tête. À l'oral, c'est vraiment le fait de le partager en plus de me sentir entendue. C'est comme on disait tout à l'heure aussi, ça me permet de défusionner de ça me permet de me décharger. Et en effet, très vite, je vais remonter et c'est assez en général fulgurant et on aura l'occasion d'y revenir juste après parce que je voulais d'abord revenir sur tu m'as déjà partagé, je l'ai déjà vu et c'est des témoignages que j'ai déjà entendus aussi de proches aidants dans des groupes de parole. C'est ce côté où tu t'as pu te sentir, Tim, toi, démuni et impuissant. Je t'ai déjà vu vraiment mal, où tu me voyais mal, où moi en plus je culpabilisais et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire et tu te sens tellement, je l'ai vu dans ton regard et d'ailleurs je ressentais une culpabilité énorme de te voir souffrir. Toi que j'aime, tu souffres et tu te sens démuni et impuissant. Est-ce que ce serait ok pour toi de d'exprimer un peu comment tu t'es senti? Oui, enfin, comme tu dis, c'est démuni, c'est triste pour l'autre, et puis en fait, ça rajoute une couche parce que bah du coup, toi, tu es triste pour moi, et donc on se rajoute comme ça ce côté. Et en fait, dans ce côté-là, bah, moi, j'ai beaucoup envie de parler de plutôt le côté qui va faire du bien, le côté espoir, parce on n'est jamais resté très longtemps dans le côté démuni. C'était juste d'avoir une touche amicale, tu vois, le côté où bah, je te prends la main, où je te serre dans les bras. Ça aussi, ça a fait beaucoup de bien à ce moment-là à l'un et à l'autre. Et parfois, on est en fait chacun aussi rentré chez soi en pleurs, mais la communication, on va revenir à ce moment-là parce qu'elle est essentielle à ce moment-là. C'est de voilà se rassurer que comment va l'autre par après, 1 heure, un jour plus tard. Il y a ce côté amour qui revient aussi fort à la surface et qui fait du bien à ce moment-là, c'est qu'en fait, ce moment va pas déterminer toute la relation comme on l'a déjà dit. Il a été dur pour chacun, mais on sait qu'on va apprendre de ça aussi. Oui, et c'était intéressant ce que tu as dit sur le toucher, parce que ça me fait écho à un moment où c'était mon thérapeute de somatic experiencing, donc la thérapie que j'ai fait l'an passé, où j'en parle un peu plus en détail dans l'épisode 5, si ça vous intéresse, où il m'invitait en fait, moi j'essayais beaucoup de m'auto-réguler, donc dans mon système nerveux, et lui il m'a invité à co-réguler avec toi, en m'invitant du coup, pas en thérapie donc, pas en séance, il m'a dit je vous invite Fiona à proposer à votre meilleure amie de méditer ensemble et de d'être proches l'un de l'autre, de vous toucher physiquement de façon amicale et mais voilà de en effet d'apprendre en fait à co-réguler et je me rappelle qu'on l'a fait quelques fois et que c'était pas facile pour moi mais que c'est vrai que ça m'a fait du bien et aujourd'hui le pouvoir de la co-régulation à travers le toucher physique avec mes proches dont mes amis et ma famille est très salvateur. Les premières fois où on a fait un peu de breathwork entre guillemets ensemble dans ton canapé, là, on se mettait l'un à côté de l'autre, on était un peu en mode très timide. Là, enfin, on n'a jamais fait ça, quoi, tu vois. Mais on s'est lancé dans ce côté où, en fait, à la fin de la séance, on écoutait ce breathwork, on était en méditation. En fait, ça nous faisait du bien aussi. Bah, moi, je voyais ça plus comme une micro-sieste. Ah, j'en avais besoin, c'était cool. Et toi, t'étais plus dans ton breathwork. Mais c'est ça, c'est les tips de chacun, c'est savoir ce qui va faire du bien à l'autre et puis être à l'écoute de ça, en fait. Pas se fermer non plus, quoi. Ouais, et donc le breathwork, c'est une technique de respiration contrôlée où on a tendance à hyperventiler qui permet de libérer donc des traumas. Et donc moi je suis Breathe with Sandy sur YouTube en anglais. Donc pareil, je mettrai le lien en description parce que ça m'a énormément aidé l'an passé de pratiquer tous les jours non-stop. Ça m'a énormément aidé à apprendre à me sentir plus en sécurité dans mon corps.
Et sans transition, je passe du coup à la suite. On a parlé un peu avant cette interview, ou cet échange plutôt, on a parlé un petit peu des moments marquants de notre relation. Donc je t'avais invité à penser peut-être à 2-3 moments marquants. On peut peut-être commencer par un. Quel est le premier moment marquant de notre relation? Ça, on se le dit souvent, c'est qu'on a fait une fois la nourriture ensemble, donc on était en stage d'escalade, et puis il fallait préparer le repas au soir. Et du coup, je suis devenu ton commis sur le moment même. Et il y avait un côté où ça a super bien fonctionné, quoi. Et là où tu t'es dit, enfin, tu pourras le dire après, oh, mais en fait, il fait bien les choses, quoi, tu vois, entre guillemets. Et ça a été, je pense, un moment un peu plus marquant sur le côté où on a eu un échange différent de l'escalade. Je crois que c'est peut-être un de nos premiers moments où, tiens, on faisait autre chose, quoi, et qui fonctionne. C'était du coup un stage de falaise dans les Calanques en France, et c'était la première fois que je grimpais vraiment en falaise. Et je pense que le mot qui me vient moi quand j'entends ce souvenir, c'est le mot fiabilité en fait. Parce que tu étais efficace en coupant les oignons, c'était proactif, tu faisais la vaisselle sans que je te demande de faire la vaisselle. C'est bête, mais c'est en termes de charge mentale, ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter sans devoir lui demander en permanence de faire les choses. En fait, j'ai senti en toi que vraiment t'étais quelqu'un de fiable, sur qui je pouvais compter. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. Et je me suis rendu compte aujourd'hui qu'en effet, j'ai besoin d'être avec des personnes qui sont fiables, où je peux vraiment me sentir à l'aise et en sécurité avec eux, avec elles, quoi. Donc c'est vrai que ça, pour moi, ça a été en effet c'était du coup, pour resituer un petit peu, c'était en octobre 2021, donc quelques mois après le début, où on est vraiment devenus partenaires réguliers. Et je pense que, ouais, c'est là que ça nous a fort rapprochés. Surtout, on peut peut-être directement passer à un autre souvenir qui s'est passé justement dans les Calanques, la chute. Ah oui, à mon avis, on l'a vécu de manière différente, mais donc on était occupé à grimper. Évidemment, à ce moment-là, il y a un premier qui arrive en haut de la falaise et qui doit assurer l'autre. Et puis toi, en fait, dans le groupe de 4 personnes, je pense qu'on était, tu étais la dernière. Et juste du haut de la falaise, on entendait quelqu'un qui ça n'allait pas, n'arrivait pas à grimper, qui était un peu en pleurs. Et en fait, à ce moment-là, il faut être aussi réactif. Et sans connaître toutes les techniques à ce moment-là, en fait, on a juste pris la corde, tu m'as tiré pour te relever. Pas forcément, je pense, la bonne chose à faire. Mais quand t'es arrivé au-dessus, en effet, tu étais complètement en pleurs. Et donc, d'au-dessus, on comprenait pas trop pourquoi, mais après, tu vas l'expliquer. Et en fait, le premier truc, ça a été le toucher, quoi. C'était d'être là pour la personne, d'apprendre un peu sur les épaules et de dire, bon, on est là, tu es arrivée, t'as été courageuse. Il y avait tous ces mots d'empathie, de soutien, quoi. Enfin, tu l'as fait, quoi. Tu vois, c'était pas évident, c'est une première. Et ça a été aussi un événement marquant. Je sais pas si c'était le même jour qu'on a fait à manger, mais c'était un événement marquant, ouais. C'était pas le même jour, mais c'était, ouais, 2 jours d'écart ou quelque chose comme ça. Et en effet, oui, ma version, c'est que quelques minutes plus tôt, j'avais fait une chute de falaise de 6 mètres, enfin 3 mètres plus du coup 3 mètres. Et j'ai cru que j'allais mourir, moi. Alors que non, c'est le principe de tomber en falaise, mais ça restait très stressant. Et en effet, je me retrouve 30 minutes déjà sur une petite surface, un petit peu après ma chute. Je peux pas redescendre parce que c'est une montée en plusieurs voies, on va dire ça comme ça. Et du coup, je suis coincée sur un petit espace de 1 mètre carré à je sais pas combien, 50 mètres de haut, j'en sais rien, au moins 20 en tout cas. Et je suis coincée comme ça pendant 30 minutes parce que je suis la dernière. Et là, je me sens profondément coincée, seule. Et je dois grimper ensuite. Et je n'y arrive pas. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Et donc, en effet, vous avez tiré. Et je me rappellerai toujours de ta main, en fait. Ta main qui vient chercher la mienne en mode, c'est bon, tu es là, tu es avec nous. Et en fait, je crois que ce qui s'est passé, c'est que c'était la première fois peut-être pas la première fois, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Tu m'as validé, quoi. Tu m'as validé en me disant, t'es courageuse, Fiona, c'est incroyable tout ce que t'as fait. T'as jamais fait de falaise de ta vie et tu te retrouves à faire une semaine de falaise là. Enfin, toujours, je me retrouve toujours dans des trucs what the fuck, de toute façon. Et en fait, c'est ça, quoi. J'ai vraiment ressenti à quel point j'avais souvent vécu dans mon enfance de l'invalidation émotionnelle, de tu peux faire mieux, la performance et ce genre de choses. Et moi-même, j'avais un discours intérieur qui était de l'ordre de pour faire des choses, pour faire mon semi-marathon que j'ai fait, pour faire tous ces trucs un peu plus hors normes entre guillemets où je me suis battue pour y arriver, c'était toujours avec une pensée intérieure de l'ordre de mais tu vas y arriver ou quoi? Et qu'en fait, c'est pas la bonne chose à faire, c'est pas la juste chose à faire selon moi maintenant.
Et c'est toi qui m'as aidé en effet on en revient à ce que j'ai dit plus tôt, à être beaucoup plus douce en fait envers moi-même et même à pouvoir accueillir en fait, à me dire mais en fait quand tu me dis que je suis courageuse, ça me fait trop du bien, c'est trop cool en fait. Je vais pas rejeter ça, c'est tout ce que je veux justement, c'est génial en fait. Mais du coup, ça me fait penser à l'épisode, je fais un gros bond dans le temps alors, autour du Mont Blanc, parce qu'il y a un Juin peu ça, quoi. 2023. Il y a un peu, il y a un peu ça, tu... Tour du Mont Blanc que, pour resituer un peu, que je décide de faire seule, du coup, 180 km, une semaine, avec certes une agence qui m'a envoyé l'application avec quoi faire, mais je suis seule avec un énorme besoin de me débrouiller seule, quoi. Genre, il faut que je sache faire ça seule, je viens de rompre avec mon ex. Vas-y, je t'en prie. Non, non, mais c'est un peu ça. Et puis, je sais pas, à la mi-parcours, ou peut-être un peu après, il en reste deux, je pense, à faire. Et au matin, moi, je me lève pour aller au boulot et je vois un appel de toi. Et là, je me dis, tiens, c'est quand même rare qu'on a des appels. S'il y a des appels, c'est vraiment il y a quelque chose qui va pas. Après, je sais que tu es en train de faire le tour du Mont Blanc, donc je décroche. Et là, en effet, ben, c'est comme on disait, émotionnellement, au plus bas, tu es en pleurs, ça va pas, catastrophe. Moi, je me vois, je suis en train de descendre les escaliers pour aller au boulot, quoi, tu vois. Et là, donc, du coup, je prends le temps de t'écouter. Et en effet, ben, ça va pas, tu vas arrêter parce que c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Et en fait, tu dois prendre une décision là maintenant parce que si je me souviens bien, ton car il part dans 10 minutes, quoi, même pas, quoi. Et donc, et là, ben, il y a cette validation, comme tu dis, comme un escalade, où ben, en fait, c'est ok d'arrêter. C'est ok d'arrêter, il n'y a pas de souci. Tu l'as déjà fait jusque maintenant, t'es au 5e jour, t'es seul. Chaque jour c'est dur, donc tu peux te dire être fier de toi. Là, le mot fier, il va revenir souvent. Et puis, et en fait, dans cette discussion, je sais pas, qui a peut-être duré 15 minutes, ou peut-être 20, en fait, tu es en train de reprendre de la force et de l'énergie. Et tout d'un coup, tu me fais, ah ben ok, je suis reparti, c'est bon. Et là, moi, je tombe des nues, je fais quoi? Attends, elle a dit qu'elle voulait abandonner et là, elle est repartie. Et je pige plus rien, tu vois. Et je te jure, je me vois parce que c'était très marquant. Je descends et donc je me suis arrêté pour parler parce que je vais être dans la rue, je sais qu'il va y avoir trop de bruit et tout. Et je suis en train de fermer la porte du garage de chez moi, tu vois. Et là, tu me dis, ah, c'est bon, je suis reparti, c'est bon, allez, ok, go. Et presque la conversation à ce moment-là, elle dure plus que 30 secondes, c'est fini. Dès que je raccroche, je suis parti. Je suis arrivé en retard au boulot ce jour-là, tu vois. Et là, je me suis dit, mais il s'est passé quoi, tu vois. Merci beaucoup, désolée, je me rappelais plus que t'étais arrivé en retard, donc désolée pour cela, mais merci pour mon voyage du coup. Moi, je me rappelle qu'en effet, c'était dur et que je me mettais beaucoup de pression tous les jours pour, certains jours, c'était 35 km de marche avec 2000 de dénivelé et je me mettais beaucoup de pression en me disant, t'as intérêt à y arriver, Fiona et tout. Il y avait le fait que je faisais ça seule, que je voulais être seule en journée, qu'il fallait que je me débrouille seule. Et le soir, j'avais quand même des conversations avec les gens que je rencontrais dans les refuges, mais ça restait des conversations superficielles de l'ordre de t'en es où dans ton parcours. Et en fait, ce que j'ai ressenti, mais j'en avais pas conscience à l'époque, c'est qu'après 5 jours, déjà non seulement je m'étais pas autorisée à pleurer une seule fois, mais en plus je restais seule en fait, et mon réservoir d'amour en termes relationnels avait besoin d'être rempli en fait. Et je me rappellerai toujours de cet appel et où est-ce que j'étais dans ma tête, dans l'hôtel, à un endroit spécifique. Il était 7h14, je crois que je me rappelle même de l'heure, tu vois, tellement ça m'a marqué. Et je me rappelle que oui, qu'au début, je disais oui, je crois que je vais arrêter, j'en peux plus. Et qu'il y a vraiment eu un switch mental quand toi tu m'as dit, bah oui, Fio, tu as le droit d'arrêter. Le fait que tu m'autorises, en fait, à ce droit, tu as le droit de t'arrêter. Droit que maintenant je m'autorise moi-même maintenant, 2 ans plus tard, notamment grâce à notre relation. Je m'autorise si je suis en train de courir, si je suis en train de faire quoi que ce soit. Si mon corps n'en peut plus, c'est pas ce truc de dépassement de soi des fois où t'en peux plus, mais tu vas quand même faire un truc de crossfit en plus. Non, vraiment, juste là, mon corps, il est fatigué. J'ai le droit, en fait. Et ça, là, je m'en rappellerai toujours. Genre, enfin, je me suis autorisée à pleurer et dans ma tête, les pleurs, ils ont duré juste 15 secondes et juste de décharger et de me sentir ok et j'ai le droit et c'est ok. Ça a fait une explosion, une puissance interne, un truc incroyable. Et là, je t'ai dit, non seulement c'est bon, je suis repartie, mais pas que. J'ai aussi écouté mon besoin et je me suis dit, je dois marcher avec des gens. Mm. Ça suffit d'arrêter de me dire il faut que je sois seule et tout. Ça suffit. J'ai le droit d'être avec du monde aussi. Et donc j'ai été par hasard, je me retrouve dans les toilettes avec quelqu'un avec qui j'avais parlé la veille et je lui dis est-ce que c'est ok pour toi si on randonne un petit peu ensemble. Et les 2 derniers jours du coup je les ai fait avec des gens et en fait j'ai simplement écouté mon besoin grâce au fait que donc tu m'avais
Validé. Il y avait autre chose aussi où tu parlais qu'à un moment tu disais qu'on était à Berlin, on était allé voir une amie à nous et qu'il y avait eu un effondrement physique du fait que j'avais pas mangé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Il y avait ce côté où, en théorie, souvent, tu expliquais que tu avais un besoin de manger pour retrouver de l'énergie et comme un besoin parfois de t'isoler aussi pour retrouver de l'énergie. Et jusque Berlin, en fait, c'était souvent purement théorique, en fait. Alors, je t'ai déjà vu partir de la salle d'escalade en courant parce que tu avais faim et que tu avais besoin de manger. Mais en fait, à Berlin, on marchait dans la rue et en effet, on devait aller vers l'endroit du restaurant qu'on avait choisi. Et on marchait, et puis tout d'un coup, on était à un feu rouge. Je me souviens très bien, on était à un feu rouge et là, paf, t'arrivais plus à marcher, quoi. Effondrement physique. J'ai dû te soutenir dans le bras et on a marché en mode mamie, quoi. J'avais à côté de moi une mamie qui marchait, enfin entre guillemets une mamie, hein, mais qui marchait et qui physiquement n'avait plus de force en fait. Jusque quand on est arrivé à ce restaurant qui heureusement n'était plus trop loin, là tu t'es posé, on a été chercher, commandé à manger, et puis on t'entendait plus quoi. Enfin, au fur et à mesure que tu mangeais, tu retrouvais cette énergie là, et hop, ta posture redevient droite et tu peux commencer de nouveau à avoir des discussions. Mais c'était marquant dans le côté où là, je l'ai vécu en pratique, ce que tu disais, en fait. Et ça, je crois que c'est aussi bien lorsque on est, si on doit accompagner quelqu'un, c'est de, lorsqu'elle dit les choses, peut-être c'est bien de parfois vivre les choses avec pour se rendre compte, en fait, de la souffrance, de ce qui se passe. Et quand on se rend compte, ben alors on comprend mieux. On comprend mieux quand tu dis qu'en effet, quand on organise une journée, ben, il faut vraiment prévoir le côté manger, quoi. Il faut pas le mettre ça de côté. On verra bien si c'est un resto à droite à gauche, même voir tiens à quel moment tu penses vouloir manger, midi, 13 heures, etc. C'est important en fait. Et, et ouais, ça c'était vraiment très marquant pour l'avoir vécu. En fait, quelqu'un qui s'affale tout d'un coup, t'as l'impression que tu t'es en train de faire une chute de tension, quoi. Bah déjà merci, ça me touche beaucoup parce que je pense que ça parlera à beaucoup d'auditeurs, auditrices. Ça me fait écho à un groupe de parole que je viens de faire, que je viens d'animer cette semaine sur le rapport avec le milieu professionnel où, de façon globale, en fait, il y a des besoins, quels qu'ils soient, et il y a ce refus, en fait, d'oser les partager parce qu'il y a ce côté de j'ai pas le droit, je suis pas censé me sentir comme ça, alors qu'en fait, ben je fais pas exprès, en fait. Et ce côté de la nourriture, c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange depuis des années, où je le sais, hein, j'ai toujours besoin d'avoir une banane, une barre prot, une pomme sur moi. Je peux pas manger n'importe quand comme je veux. Sinon, non seulement mon ventre gonfle, mais aussi ça devient ingérable. Et ça me fait écho du coup à deux choses que t'as dit. La première, tu n'étais pas là, mais j'étais avec des amis une fois il y a un an au restaurant, et ils voulaient faire le classique de ça vous dit on prend un petit apéro et ensuite on mange. Et en fait, à l'époque, je pense que je savais moins bien communiquer qu'aujourd'hui. J'ai dit non, moi j'ai besoin de manger mon plat maintenant. Vous pouvez librement prendre votre apéro et tant pis, je vous attendrai pendant que vous mangez. Mais j'ai besoin de manger maintenant mon plat parce qu'en fait, si je fais comme vous, là en tout cas ce soir, je sens que mon ventre il va gonfler. Je vais être de mauvaise humeur, je vais avoir mal au ventre, ça va avoir un impact sur mon humeur. Et en fait, mais je vais pas passer une mauvaise soirée juste pour m'adapter socialement, en fait. Genre, j'entends que pour vous, c'est plus chouette. C'est vrai que c'est chouette, c'est convivial de prendre un apéro et de manger après. Je suis d'accord avec vous. Mais entre ça et c'est chouette et moi, de l'autre côté, je souffre, il y a pas de question, tu vois. Et d'oser, en fait, ça me touche, en fait, ce que tu dis, parce que de devoir oser réussir à accepter mes besoins, que ce soit manger ou que ce soit, bah, maintenant, j'ai toujours des bouchons d'oreilles à disposition. Et quand je sens qu'il y a un peu trop de bruit, hop, j'en mets un. Et je m'en fiche si on me prend pour quelqu'un de bizarre en mode, mais pourquoi est-ce qu'elle met un bouchon d'oreille? Ben, exactement comme une écharpe. T'as froid, tu mais une écharpe. Et ben, t'as faim ou il y a trop de bruit, tu mets un bouchon d'oreille. Et le truc qui me vient, c'était quand on était à Rottingen, notre fabuleux voyage en mai 2023 cette fois-ci, donc juste avant le tour du Mont Blanc, où je me rappelle, on était allé randonner avec Elena et Mathilde à 4, et c'était génial comme moment, mais ensuite je sentais que j'avais besoin de me réguler. Et me réguler, ça voulait dire faire une sieste, et ensuite bosser sur un article de blog pour Border Attitude qui venait de naître 2 semaines plus tôt. Et je me rappelle, je me sentais coupable de cela parce que j'étais là, mais enfin, on est ensemble en voyage pendant quelques jours, et moi, je suis de mon côté en train de taper un article de blog. Alors qu'en fait, j'avais besoin d'être dans ma bulle, j'avais besoin de mettre sur papier mes idées, j'avais besoin de me réguler à travers l'écriture, à travers la sieste. Et tu m'avais dit, mais Fio, c'est ok, tu pars pour mieux revenir.
on sait que c'est comme ça avec toi. C'est intense quand on est ensemble. Et ensuite, tu pars, tu vas te ressourcer parce que seul, ça te fait du bien de te réguler. Et après, tu reviens toute pétillante et pleine d'énergie et remplie de motivation. Et c'est OK. Ça nous convient, nous. Alors, apprends à l'accueillir parce que nous, en tout cas, en tant que proches, c'est OK pour nous. Et ça m'a pris du temps d'accueillir ça. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien, quoi, d'entendre ça. Mais clair, parce que pendant que tu faisais ça, bah, nous on est rentrés, on s'est posé dans le canapé, alors je sais plus, mais à d'autres moments, à d'autres instants, bah, on s'était se poser dans ce canapé et regarder un peu la télé. Et en fait, on peut pas imposer ça à tout le monde. Peut-être que quelqu'un n'a pas envie, lui, il veut plutôt aller prendre une douche. À ce moment-là, ce sera aussi OK pour se réguler. Et donc, oui, c'était pour mieux revenir. Il y avait ce côté où, parce que ça se ressent très fort, en fait. Quand tu reviens, allez, on est reparti. Et puis même moi, j'ai dû apprendre de se dire, attends, parce que là, quand elle va revenir, on va être reparti. Donc peut-être que ce serait bien que je me pose aussi, que je fasse une micro-sieste, parce que après, on va avoir des moments fun, quoi, tu vois. Et alors, évidemment, pendant ce temps-là, tout le monde a un peu de côté, et c'est dommage parce qu'on est en vacances, mais non, en fait. Mais non. Combien de personnes vont juste aller siester, tu vois, donc oui. Ce qui me vient, en effet, c'est que Euh, ouais, c'est que déjà la sieste c'est déjà plus reconnu comme ok que par exemple la méditation ou que le besoin de se ressourcer, juste d'être seul, de s'isoler sans pour autant siester, donc s'isoler en tapant un article de blog, c'est tout aussi valable que siester ou autre. Et ce qui me vient aussi, c'est que j'imagine que c'est quelque chose qu'on me dit souvent, en apprenant à être à l'écoute de mes besoins, ben j'ai appris, je crois que je vous offre dans un sens un espace déjà de sécurité avec moi, vu que vous savez que je suis vulnérable avec vous. Ben c'est quelque chose qui revient souvent dans mes amis, c'est tout. La plupart me disent, avec toi, je peux me sentir vraiment moi, quoi. Je sais que vu que toi, tu t'autorises à être vraiment toi et à partager tes besoins, ben moi, je peux faire de même et je sais que je serai pas jugée. Première chose. Et deuxième chose, et c'est un peu bizarre, j'ai l'impression de me jeter des fleurs, mais c'est pas grave. C'est que peut-être je t'ai aidé à petit, écouter aussi tes propres besoins, avoir plus de conscience en fait de tes propres besoins, d'être à l'écoute de tes besoins, de savoir les nommer déjà pour toi, et ensuite de savoir les partager aux autres de façon non violente et assertive. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui en effet t'a aidé petit à petit, de te dire t'as le droit d'avoir des besoins intimes et de les partager et de les respecter. Claire, Claire, aujourd'hui dans certaines de relations et dans la relation que j'ai aujourd'hui avec ma femme, on va y revenir peut-être, il y a ce côté où j'arrive à communiquer, à dire non, à dire les choses, à être à l'écoute de soi, à dire là aujourd'hui j'ai besoin de temps solo, qu'avant j'aurais jamais pu, bien sûr, c'est là où on a appris l'un de l'autre en fait. Moi je t'ai appris, toi tu m'apprends et c'est toujours pour un mieux, même dans, bah, comme je dis, une meilleure version de soi. Et du coup, bah, ça, il y a un cercle très vertueux où en fait, bah, elle apprend aussi à être à l'écoute de soi, à dire les choses, à communiquer. Et moi, inversement, avec la validation émotionnelle, je te l'ai dit l'autre jour quand on était en appel, que presque pendant que tu me validais, j'étais là genre, t'intime, j'ai envie de prendre des notes de comment tu valides pour ensuite pouvoir les dire à quelqu'un, tu vois. Bon, c'est vrai que pour moi, c'est parfois un peu difficile d'entendre quelqu'un juste se plaindre, qui est juste là, a besoin de se plaindre. C'est dur parce que je sais pas quoi faire et je comprends, c'est difficile, mais je suis fière de toi. Tu sais, j'essaye de petit à petit, tu vois, tout ce que je fais, la validation émotionnelle, l'aspect sécurisant dans mes groupes de parole, ça vient pas de nulle part. Je sais que ça vient de là aussi, quoi. Et on peut peut-être passer du coup à la suite. Je commence à avoir des petits fourmillements dans les jambes de cette envie de bouger, mais petit à petit, donc ça commence. La bougeotte. J'ai envie qu'on passe un petit peu de temps sur les vocaux. On a pu se rendre compte avec le temps de à quel point envoyer des vocaux pour moi c'était quelque chose qui me faisait du bien de pouvoir du coup comme on me disait un peu tout à l'heure sortir de moi, hein, c'est vraiment ça, sortir de moi, ce qui est en moi, le fait de le sortir à travers un vocal et de me sentir entendue, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Au début tu passais beaucoup de temps à répondre et maintenant petit à petit beaucoup moins parce que j'en ai moins le besoin. Il y a eu une période qui a été très difficile pour moi il y a un an, j'aurai l'occasion d'en reparler dans un autre épisode, mais au travail, dans mon ancien boulot, c'était tellement dur que je t'envoyais presque 1 heure de vocal par jour, et j'en suis pas fière, mais c'est comme ça. Pas d'affilée, heureusement, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, mais c'était une période atrocement difficile, et je te remercie, et je te remercierai, je pense, toute ma vie du fond du cœur d'avoir été présent à ce moment-là, parce que ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie, et j'ai envie de te demander comment toi t'as vécu ces vocaux, toute cette intensité, sachant que moi j'aurais pas été capable de recevoir autant de vocaux de la part de quelqu'un. Du coup, il y avait une sorte de non-égalité qui était très dur pour moi à accueillir.
et on s'est dit que c'était peut-être de l'équité du coup, qu'on a des besoins différents et que c'est ok. Comment toi tu l'as vécu du coup, tous ces vocaux que tu recevais? Oui, déjà, ce que tu as dit là, tu le disais dans tes vocaux aussi. Tu vois que, en fait, je sais pas comment tu fais, t'arrives à écouter. Moi, j'arriverai pas de mon côté. J'en suis désolé. Et parfois, tu culpabilisais aussi pour ça. Là où, déjà, par WhatsApp, on met en 1,5 comme ça divise un peu. Ou deux? Mais en fait, parce que peut-être il y avait ce côté où je savais aussi que c'était une période plus dure, et donc si c'est une période plus dure, dans l'amitié et l'amour que je te porte, je reviens encore à ça, c'était aussi ok d'être un peu plus présent. Et en fait, mon côté d'être présent, c'était pas d'avoir de solution, pas d'avoir forcément de réponse, mais juste de l'écoute. Et donc en fait, il fallait juste trouver un peu plus de moments pour les écouter. Et je savais que c'était aussi passager, tu vois, et que ça allait pas durer non plus 6 mois de beaucoup intense. Ça durait parfois. En fait, c'était pas non plus tous les jours. Il y avait parfois un jour oui, peut-être 1 heure, l'autre jour un peu moins, et ainsi de suite. Mais c'était toujours aussi. C'est ça qui est intéressant dans tes vocaux, c'est qu'il y a toujours un petit apprentissage, quoi. Il y a toujours un petit truc de et là, je vais dire ça comme ça, ou comment je vais faire avec bienveillance, comment je pourrais, tu vois, tu me brainstormes, on le dit souvent, tu me brainstormes tout seul dans tes vocaux, et c'est là que c'est intéressant, en fait, aussi pour moi, de dire, ah tiens, dis ça comme ça, etc., tu vois. Mais je pense que aussi bien que je l'ai fait pour toi, j'aurais pu le faire pour quelqu'un d'autre, parce que c'est aussi ma façon de fonctionner. À un moment, on se posait la même question, mais est-ce que c'est du people pleasing ou bien c'est parfois ma façon de fonctionner? Et c'était plutôt ma façon d'être, en fait. C'est ma façon de dire à l'autre, en fait, je suis là pour toi, en fait. Juste de l'écoute. Voilà. Ce que je trouve dingue quand je t'entends, c'est déjà je trouve ça admirable, même si je le savais déjà, hein. Mais ouais, je trouve ça admirable et en fait, je trouve peut-être certaines personnes qui nous entendent se diront la même chose. Ça paraît si simple en fait quand tu le dis. C'est ok, voilà, c'était dur, voilà, t'es intense, Fio, voilà, t'as des émotions intenses, mais un peu comme si, dis-moi si je me trompe, c'est un peu le revers de la médaille. Enfin, c'est tu m'acceptes pleinement et c'est je passe des moments géniaux avec Fio qui me font sortir de ma zone de confort. On a fait du saut en parachute ensemble et plein d'activités, dont une cet après-midi que je ne connais pas, incroyable. Et de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est qu'il y a d'autres moments qui sont beaucoup plus difficiles et je les accueille et j'accepte pleinement parce que, en fait, l'un dans l'autre, il y a un équilibre. C'est pas que des moments difficiles, c'est aussi plein de moments tellement incroyables que ça balance. Est-ce que c'est ça qui te vient peut-être? Mais oui, mais c'est un peu... alors peut-être, tu vois, on passe un peu sur la section que tu avais préparée du message précédent. Il y a un peu ça, en fait. Il y a un peu le côté où parfois c'est dur, parfois c'est compliqué. Mais il faut pas oublier aussi tous les moments qui sont fun, en fait, tous les moments de partage, les moments d'apprentissage. Et c'est cette balance-là qu'en fait j'arrive à ne pas oublier. Et on revient de nouveau sur le côté hier c'était comme ça, aujourd'hui c'est un tel et demain sera peut-être différent. Mais c'est tous ces côtés de l'amitié que tu m'apportes aussi dans en effet dans tous les trucs fun qu'on a fait, et la liste elle est longue. Et donc je sais que il y a un partage en tout, et pourquoi on prendrait que le côté positif, en fait? Ce serait même un peu égoïste, en fait, de dire avec lui je fais que ça parce que c'est fun, et tous ses problèmes et ses histoires, en fait, je veux pas en entendre parler. Donc C'est beau. c'est là où est l'amitié, en fait. C'est dans le bon comme dans le moins bon. Et quand on fait la balance, en fait, et si on doit vraiment écrire, il y a parfois plus de côté bon aussi. Et faut pas oublier ça. Parfois, on a tendance peut-être à l'oublier quand c'est dur, mais c'est comme dans une relation. Quand tu finis une relation, dans la relation que j'ai parfois finie, ce que je trouvais triste, c'est de perdre l'amitié qu'il y avait avant, en fait. Parce que bon, c'est aussi ok. Parfois, des personnes ont besoin de ça. Mais c'est pareil, tu vois, dans cette amitié, il y a des moments bons, et est-ce que je vais rejeter tous ces moments bons pour des moments où ça a été dur? Alors qu'en fait, dans la communication, dans le partage, on apprend de ces moments durs aussi. Et du coup, j'ai plusieurs choses qui me viennent pour essayer un peu d'organiser la fin d'épisode. Déjà, comment toi tu as vécu, parce que moi je ne m'en souviens pas, comment tu as vécu donc de base, je pensais être concernée par un TDAH, donc en novembre 2022, je commence à me poser des questions, j'entame un diagnostic en janvier 2023, et finalement je suis diagnostiquée d'un trouble de la personnalité borderline à la place du TDAH en avril 2023, et par la suite j'aurai une hypothèse de diagnostic du TDAH cette année. Mais comment toi, moi je ne m'en souviens pas, comment toi tu l'as vécu quand je t'ai dit
je sais même pas comment c'était, que j'étais concernée par le trouble borderline. Comment toi tu l'as vécu? Ben, moi, je l'ai vécu de manière très extérieure, en fait. Je t'ai vu dans un peu de colère de ton errance et je t'ai vu dans un côté soulagement. Comment moi je l'ai vécu? Bah, c'est comme un peu pour le reste. Ok, bah, enfin, ça va pas changer vraiment mon point de vue de la relation, quoi. Tu vois, je veux dire, tu restes la personne que tu es, mais aujourd'hui, peut-être que le fait de mettre des mots dessus va donner un espoir de dire, tiens, ben si c'est ça, vers quoi on peut tendre en fait. Euh, mais d'un côté extérieur, j'ai pas fait oula, elle est borderline, oula, je m'en vais, tu vois, ou j'en sais rien. Quand demain tu me dirais ah ben en fait on m'a trouvé un cancer ou que sais-je, je ferais pas oula, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Euh, Ça a été, moi je l'ai vécu, je l'ai plus vu pour toi comme un soulagement. J'étais content de pour toi de dire ok ben maintenant on sait vers quoi on va, tu vois. Mais ça n'a pas changé ma vision de ta personne en fait. Et si on revient aux vocaux, donc là on a parlé pas mal des vocaux et de façon globale, et on s'était dit avec Tim que du coup on avait envie de partager des vocaux qu'on s'était envoyés chacun mutuellement un vocal il y a presque un mois, un peu moins. Donc pour mettre un petit peu de contexte, et après je vais te laisser remettre du contexte aussi si tu veux. Tim a rencontré quelqu'un l'an passé ils se sont mariés où j'étais témoin. Et juste après, Tim et Olga sont partis en lune de miel pendant une semaine, ce qui fait que, logiquement parlant, bien sûr, Tim était beaucoup moins disponible puisque Tim et moi, on se parle tous les jours, soit un petit vocal, soit plusieurs vocaux, soit en tout cas un message d'une manière ou d'une autre. On a toujours un message tous les jours et on se voit en moyenne, je dirais, toutes les 2-3 semaines, donc pas tant que ça, parce qu'on a des vies assez chargées. Mais là, du coup, il était beaucoup moins présent par message, ce qui est logique puisqu'il était en lune de miel. Et pour moi, j'ai vraiment ressenti une difficulté. C'était dur pour moi, même si techniquement, je savais que ça n'allait pas durer. Ça a été vraiment difficile et donc j'ai fait le choix de lui envoyer un vocal afin de demander d'être rassuré, auquel il a répondu et on aimerait bien vous les faire passer. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport au contexte? Non, clairement c'est ça. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ben ça avait été déjà défini sur le côté. Enfin, il y avait un côté où on a voulu aussi rassurer, où j'ai voulu aussi te rassurer sur le côté. Bah oui, on va partir en voyage. Je serai un peu moins présent, donc ça avait été dit et défini, mais néanmoins dans la vie pratique, ben ça a été quand même compliqué. Et quand il y a eu ces échanges que vous entendrez, il n'y a pas un côté où je me suis dit, mais putain, je lui avais dit quand même que je serais pas dispo, tu vois. Mais non, tu vois, bah, il y a la théorie, il y a la pratique, il faut faire la part des choses en fait. Mais là, pratiquement, en effet, enfin, on va l'entendre, c'est dur. Ah ben, ok, c'est mon ami, j'ai envie de le rassurer, donc voilà, ça a été fait aussi, quoi. Promims, merci. Et du coup, on vous les met maintenant. Bonne écoute. Coucou. Je me suis dit que j'allais te faire un petit vocal. C'est pas facile pour moi. Ça me demande beaucoup de vulnérabilité, ce que je vais faire maintenant. Parce que je me prends la tête et qu'une part de moi a plutôt envie de fuir. Déjà, j'espère que tu vas bien et c'est pour ça que j'envoie pas trop de messages. J'espère vraiment que tu profites à fond et je te le souhaite. Enfin, j'espère vraiment que ça se passe bien. Je pense beaucoup à vous et j'espère que ça se passe bien. Et je pense que j'aurais besoin qu'on s'appelle quand tu reviens, si tu veux bien, parce que c'est vrai que je me rends compte que ça m'a beaucoup touché le mariage avec le fait que tu seras beaucoup moins disponible. Euh, je sens que ça me stresse pour notre amitié, mais qu'en même temps, je me dis que bah voilà, si toi t'es heureux comme ça, c'est le plus important. Mais ça me stresse aussi pour toi, donc je pense que ça me ferait du bien qu'on parle. Et je sens ouais, que comme on se parle beaucoup moins ces derniers jours, euh, rationnellement parlant, je sais que c'est parce que t'es
en voyage de noces et du coup c'est tout à fait normal. Mais je sais que émotionnellement, en gros, je conscientise que ce qui se passe, c'est que j'ai une perte de temporalité qui me fait me dire que ce sera comme ça tout le temps en fait entre guillemets maintenant que c'est bon maintenant que t'es marié, ce sera comme ça et t'as plus besoin de moi. Et même je me suis rendu compte qu'il y avait une part de moi qui en fait anticipait du coup la rupture slash l'abandon pour me protéger quoi. Et du coup, je contrecarre ces plans-là de mon reste de troubles borderline en t'envoyant un vocal. Voilà, c'est un peu dur, mais j'avoue que je suis très fière de moi là d'oser t'envoyer ce vocal, c'est vraiment pas facile et je me promets du coup de pas le supprimer. Ça va pas être facile. Voilà, de toute façon tu réponds quand tu veux et je crois que ce que j'attends c'est juste d'être entendue et juste d'être en fait d'être rassurée quoi. Juste d'être et j'ai envie de pleurer en disant ça, juste d'être rassurée sur le fait que que ce qui se passe là, c'est tout à fait normal, tu profites. Et vraiment, j'ai aucun souci avec le fait qu'il n'y ait pas au moins de messages maintenant, parce que c'est normal vu la situation. Mais je sais que mon cerveau bug sur le fait que il oublie la temporalité, quoi, sur le fait que c'est temporaire, quoi. Voilà. Et puis j'ai eu des messages un petit peu d'Olga, donc ça m'a rassurée. Voilà. Je t'embrasse. Bisous. Coucou, bah écoute, je vais prendre le temps de te répondre. Déjà, un grand merci pour ton partage, ton côté vulnérable. C'est vraiment très simple, en tout cas, de partager cela. Donc oui, certes, j'ai très envie de te rassurer sur le côté qu'aujourd'hui ne détermine pas demain et que tu comptes beaucoup pour moi. Et en plus, je trouve qu'on a passé un petit step en plus. Tu n'es plus une amie, tu n'es plus ma meilleure amie, tu es la témoin de mon mariage. Voilà comment on va définir la relation aujourd'hui. Tu es la témoin de mon mariage. Donc ça veut dire beaucoup sur le côté où tu comptes beaucoup dans ma vie et j'ai surtout pas envie de te perdre. Et donc oui, ça serait intéressant de voir un peu comment tout cela va évoluer, mais en tout cas, aussi bien qu'Olga pour moi, on a très envie voilà, d'aller dans le partage et d'encore un peu plus se connaître, tu vois, de vraiment que tu fasses partie de notre vie en tout cas. Donc j'entends en effet aussi le fait qu'on se partage un peu moins de messages. C'est vrai que oui, j'avais deux pensées. Attends, je vais mettre le petit doigt sur deux, comme ça je les oublie pas. Euh, la première pensée que j'avais qui vient de me zapper, c'est ah oui, le côté de être déconnecté des appareils. Ah mais en fait, je comprends beaucoup mieux quand tu passes une soirée et tu laisses ton téléphone chez toi, quoi. Ah, ça fait tellement du bien en effet, de ne pas avoir son téléphone dans la journée. Et ça, c'est vrai que me fait un bien fou. Mais je trouve très intéressant, et je pensais à ça ce matin, le fait de prévenir aussi l'autre que voilà, je vais être déconnecté de la journée. Donc c'est un peu le cas ici dans l'hôtel, on laisse le téléphone, en tout cas la plupart du temps ici dans l'hôtel. Et donc voilà, je comprends vraiment mieux quand tu te déconnectes et en tout cas à refaire dans la vie de tous les jours. On passe une soirée, on se déconnecte en fait. C'est très très gratifiant. La première pensée, et puis la dernière et pas des moindres, c'est de voir un peu qu'est-ce qui t'irait en fait, quel serait ton besoin sur le fait de envoyer un petit message, un petit vocal ici. Est-ce que ça serait un petit truc tous les jours ou plutôt tous les 2 jours? Nous tout, enfin en tout cas pour moi tout est ok. Mais voilà, j'ai envie d'entendre ce que tu as dit ce matin et voilà, c'est vrai que on parle, enfin voilà. On pourrait partir ouais, je sais pas, tous les 2 jours, tous les jours. En fait, enfin, peu importe, en fait. C'est même pas que j'ai envie de déterminer un moment, mais voir plutôt ce qui, toi, te conviendrait, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui te ferait beaucoup de bien. Mais merci, du coup, pour le côté vulnérable. Je te fais de gros, gros bisous. Je t'aime. Fort, 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 fort. Ma témoin de mariage. Je trouve ça trop fun, trop classe. Et je suis trop content en tout cas que tu as été là. Voilà, je te fais des gros bisous. Je t'aime. Voilà, ces échanges vous permettront de voir un petit peu la façon dont on apprend à communiquer. Et pour clôturer du coup cet épisode, Tim, j'aimerais bien te demander un petit peu, voilà, quel serait ton message pour les autres proches aidants, proches aidantes? Ce qui m'est venu quand j'ai vu ça sur le côté message proche aidant, c'est euh,
déjà, on en parlait déjà avant de faire l'enregistrement. C'est que moi, je me suis pas senti forcément dès le début dans le côté proche aidant. Je me suis senti comme étant un ami là pour la personne. J'ai même un peu du mal avec le terme proche aidant parce que je me veux, enfin, d'un point de vue légitime, je me dis mais en quoi je suis proche aidant? On en a parlé un petit peu avant et tu m'as rassuré sur ce côté. Peut-être tu vas y revenir. Mais en effet, il y a cette constance d'être là pour l'autre. Mais ne pas perdre de vue en fait, ne pas oublier, je dirais, ne pas oublier les bons moments. On répète, hein, hier c'était peut-être dur, aujourd'hui ça sera fun et demain on sait pas. Et donc ne pas oublier que la personne en fait elle est là, elle a des qualités, et elle a du partage. On vit des moments fun. Enfin j'avais fait la liste, mais elle est sur mon téléphone, je sais plus où je l'ai mis, mais de toutes les activités qu'on en a fait, on en a fait des dizaines et des dizaines, parce qu'on aime beaucoup le sport et de découvrir, et encore cet après-midi. Vraiment, ne pas oublier que ce qui se passe aujourd'hui, ça détermine pas tout, en fait. Rester sur les côtés positifs, sur ce qu'elle apporte. Et moi, c'est ce qui parfois m'a retenu dans la relation, mais c'est ce que je retiens à fond, en fait. C'est parce que c'est pas parce que voilà, et c'est un peu comme ça dans toutes les amitiés. Il y a des moments durs, oui, on en aura tous. C'est le point de vue propre de l'humain, en fait. C'est parfois difficile le côté relation. C'est peut-être ce qui est même le plus difficile. Mais se rappeler que il y a de l'amour, tu vois. Ça souvent on se le rappelle en fait aussi. Ouais, ne pas oublier tous ces bons moments en fait. Ce qui me vient, merci beaucoup, c'est vraiment deux choses. C'est d'un côté, ouais, de nouveau, quoi, c'est ce rapport à la temporalité, le nombre de fois où, avec le trouble borderline, je remettais en question une relation juste parce que ce soir, ça s'était mal passé. Et tu m'as appris, en effet, à me rappeler que c'est pas juste ce soir, en fait. C'est, ok, ce soir, c'est pas chouette, mais ça ne définit pas toute la relation. Et ça permet du coup d'être dans un équilibre plutôt qu'un noir ou blanc, quoi. Oui, je dois rester en contact avec cette personne, ou alors non. Et c'est l'amour, en fait, quel qu'il soit, que ce soit amical, amoureux ou autre, c'est du travail, c'est pas facile tout le temps, c'est difficile, et en même temps, c'est tellement incroyable. Et l'autre chose qui m'est venue, c'est vraiment sur ce côté, mais ça, quand tu me dis ça off micro avant, mais j'étais là genre, mais garde-le pour le micro, ça va être intéressant parce que, enfin, pour l'épisode, parce que ouais, enfin, mon Dieu, mais s'il y a bien quelqu'un qui est légitime de tous mes proches, en tant que proche aidant, c'est définitivement toi, ou tous mes proches même me le disent, quoi. Mais dis donc, Tim, heureusement qu'il est là, le nombre de fois où il t'a aidé, et toi, comment tu le remercies? Enfin, bref, j'étais là genre, mais, comment ça, je dois le remercier? Enfin, bref, c'est un autre sujet, mais oui, en tout cas, pour moi, être proche aidant, c'est vraiment être là au quotidien, en fait, pour l'autre, dans les hauts comme dans les bas, dans les difficultés comme dans les victoires. Et c'est être là au quotidien, ne serait-ce que en étant là, en fait. Il y a même pas le besoin forcément de faire des gestes ou d'être utile en faisant, mais en fait simplement en étant là. Et là, je parle vraiment d'être physiquement disponible émotionnellement pour valider l'autre et pour rassurer l'autre. Et ça, mais toutes ces années, tu l'as magnifiquement fait, quoi. Enfin, tu vois. Et puis communiquer quoi. Franchement, ça aussi on l'a appris. Enfin, ne pas hésiter à dire du côté de ton côté en fait de communiquer à chaque fois ce qui se passait. Et puis moi j'ai dû aussi apprendre aussi à communiquer aussi comment je pouvais ressentir les choses parce que on pourra jamais reprocher à quelqu'un d'être honnête en fait finalement. T'es transparent, t'es honnête. Qu'est-ce que tu veux que je te reproche en fait? Enfin, c'est déjà dur d'être honnête parfois, de dire que aujourd'hui ça va pas et de ce que tu as dit là, il y a eu ce ressenti chez moi et même on apprend de ça, tu vois. Vraiment une communication qui est franche parce que pour moi on peut pas la reprocher en fait. Le pouvoir vraiment de la communication en jeu, quoi. Je me sens comme ceci, et d'oser demander, en fait. D'oser demander, voici mon besoin, est-ce que ce serait OK pour toi de... Et l'autre peut décider aussi de dire non, ou alors oui, mais... Et en fait, c'est de trouver des compromis pour faire en sorte de s'adapter, en fait, mutuellement, quoi. Merci beaucoup. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter en plus. Moi, je n'ai plus de questions supplémentaires. Non, ça me semble bien. Non, ça me semble bien. Merci à toi d'avoir voulu faire ça avec moi. Voilà. Même en cause de ce côté-là, je suis pas très légitime, tu vois, genre en mode attends, pourquoi moi, tu vois? Voilà. C'était très chouette. Merci beaucoup.
C'était un plaisir en tout cas. Enfin, je pense que ça se voit sur mon visage, même si je commence à avoir besoin de bouger. C'était un plaisir, donc merci et j'espère sincèrement que ça pourra peut-être inspirer, aider, guider, accompagner certaines auditeurs, auditrices, tout en rappelant évidemment que ça c'est notre chemin à nous et notre histoire et que c'est en aucun cas une vérité universelle, que ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre. Ouais, et que ça reste du travail, notre relation au quotidien. Et j'ai envie de vraiment du coup d'apporter de la douceur en fait aux proches aidants, proches aidantes, pour leur dire que je comprends que c'est difficile, je comprends qu'on puisse se sentir démuni et impuissant, impuissante, d'autant plus si l'autre personne n'est pas consciente du trouble, que la personne n'est pas capable, parce que c'est dur, parce qu'on nous a pas appris, pas capable dans le mauvais sens du terme, dans le sens où on nous a pas appris à comprendre quelles étaient nos émotions, à savoir les nommer, à apprendre à bien communiquer, à avoir une forme d'intelligence émotionnelle. Du coup, c'est tellement dur en tant que proche aidant quand on est face à un mur. Et je pense que c'est se rappeler aussi que on peut être là en tant que proche aidant, proche aidante, et tu me diras si je me trompe, en tant que soutien, et on peut rester là, ou d'ailleurs décider de mettre des limites si c'est trop pour nous, parce que c'est savoir se respecter. Mais quoi qu'il arrive, c'est la personne concernée par le trouble qui doit avant tout faire le chemin. C'est la personne qui doit avoir, je sais pas si c'est le bon terme, c'est envie, mais en tout cas décider d'avancer, de se prendre en main pour se rétablir. Et il y a des gens autour de soi pour aider, pour soutenir. Mais le travail, je trouve que c'est avant tout à l'intérieur de soi et ensuite en espace de co-régulation, quoi. Et puis il y a le côté aussi où je pense qu'on n'a pas trop parlé de ça. C'est pour le proche aidant, essayer, apprendre à ne pas prendre personnellement aussi les choses. Quand quelque chose est dit, c'est pas forcément contre soi ou contre moi. Parfois, c'est ce qu'on représente en fait. Ça, on en parle aussi beaucoup. C'est pas telle personne en fait, c'est ce qu'elle représente. Donc, il y a de l'apprentissage et puis, comme tu dis, en fait, chacun doit trouver fonctionnement. En fait, on est tous différents, mais il y a moyen, il y a des outils pour et ça, je pense que tu les mets bien en place aussi. Merci, c'est très juste ce que tu as dit sur le fait de pas prendre personnellement. Le nombre de fois où je t'ai dit des choses où le fait heureusement de communiquer en jeu, ça permettait, comme on disait, de défusionner de ses pensées, mais où je te disais des choses dures, quoi, où je te disais, oui, je me sens oppressée par ta présence et ça n'a rien à voir avec toi, c'est lié à mes traumas, à cet attachement traumatique et tout ça, mais en attendant, c'est ce que je ressens et c'est vraiment de nouveau, j'aime bien cette image, quoi, de ensemble, on va réussir à prendre du recul sur ce ressenti-là et en fait à me sécuriser dans le lien, quoi. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Merci beaucoup, c'était très chouette. On se retrouve du coup nous juste après, mais merci pour tout et j'espère que ça vous aura inspiré et on se retrouve du coup dans un nouvel épisode dans 2 semaines. N'hésitez pas à liker, partager ou à me faire un retour sur Instagram ou par mail. Un dernier mot, Tim? Ben non, merci à vous. Voilà, merci à tous. Bonne journée, prenez soin de vous surtout.